Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. Le président chinois Xi Jinping a effectué une visite d'État en Grèce. Il a publié dans un quotidien grec un article intitulé « Concevons notre avenir à l'aide de la sagesse des vieilles civilisations ». Alors, comment les deux pays, tous deux dotés d'une civilisation ancienne, peuvent-ils porter leur coopération à un nouveau niveau ? Et le président chinois a aussi participé au sommet des BRICS qui a eu lieu au Brésil. Et quel rôle jouera les BRICS dans le contexte actuel pour la création d'un nouvel ordre mondial? Et comment la Chine se positionne-t-elle aujourd'hui au sein des BRICS? Aujourd'hui, nous allons discuter de tout cela avec nos invités. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Wu Zexie, ancien diplomate, et M. Xu Tieping, expert en relations internationales, professeur à l'Université de la communication de Chine. Bienvenue tous les deux. Alors, après la visite en Grèce du président chinois Xi Jinping, on voit que les deux parties ont publié une déclaration conjointe sur le renforcement de leurs relations bilatérales. Et on se rappelle, récemment, la Grèce était l'invité d'honneur de la deuxième édition de l'exposition internationale d'importation en Chine. Donc, quels commentaires faites-vous sur la relation bilatérale à l'heure actuelle, monsieur? D'abord, très bien. Alors, à mon avis, c'est une déclaration commune très riche en contenu. Bon, il y a beaucoup d'éléments. À mon avis, il y a trois messages à retenir spécialement. Un message au niveau mondial, c'est-à-dire les deux pays ont passé un message, voilà, à la communauté internationale en faveur de la construction d'une économie mondiale basée sur l'ouverture. Voilà. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté commune de s'opposer à toute forme de protectionnisme et d'unilatéralisme et de défendre, voilà, le système multilatéral centré sur l'OMC. D'accord ? Les deux pays sont toujours favorables à la facilitation de libre-échange et des investissements internationaux. D'accord ? Voilà, ça c'est un message au niveau mondial. Un autre message, c'est au niveau européen. La Grèce, c'est un membre de l'Union européenne. Donc les deux pays ont également réaffirmé leur volonté de promouvoir toujours davantage le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Europe. La Grèce, évidemment, promet de continuer à jouer un rôle au sein de l'Union européenne pour favoriser ces relations. Troisième message, c'est au niveau bilatéral. Évidemment, entre la Grèce et la Chine, il y a beaucoup de dossiers de coopération. Les deux parties ont voulu exprimer leur volonté commune de continuer à approfondir et à élargir les domaines de coopération en favorisant des projets choisis. D'ailleurs, à leur visite, les deux pays ont signé un certain nombre de documents sur le plan de coopération bilatérale. Voilà. Moi, je donne aussi trois significations. Premier, c'est d'abord une analyse plutôt sémantique. Vous avez en Chine souvent, par exemple, l'habitude de dire d'abord partenariat, coopération, et deuxième partenariat stratégique. Et quand ça atteint un certain niveau, on dit approfondissement des partenariats stratégiques. Et c'est justement maintenant on se trouve à ce niveau-là. Deuxième message, c'est, moi je me joins tout de même à la position de M. Wu Zexie, dans le sens que c'est plutôt exemplarité dans les relations sino-européennes. Voilà, bon, il y a par exemple des réserves, de certaines observations, de non-encachement, donc finalement, comme dit, voilà, regardez, il y a exemple de coopération qui marche très bien. Et ce qui, ensuite, je dirais, c'est mon troisième point maintenant, ce n'est plus par exemple un moment par exemple de démonstration, de démontrer la bonne volonté pour la nation. Maintenant, ce que nous dit, c'est sur le terrain, regardez, concrétisation. Vous avez là non seulement un projet, mais c'est de réalisation, notamment le port de Pirée. Et ensuite, bien sûr, c'est le je dirais, expressway vers le Balkan. Donc c'est montrer non seulement volonté, réalisation et encore
achèvement, disons, pour l'avenir. Et justement, on sait que la Grèce est parmi les premiers pays à signer, à adhérer à l'initiative Ceinture et Route proposée par la Chine. Donc, quand vous parlez de concrétisation, dans quel niveau les projets dans ce cadre ont été concrétisés et quels sont les bénéfices jusqu'à aujourd'hui pour l'économie locale? Oui, moi je pense que ça change. C'est qu'au début, si par exemple, quand vous demandez les Chinois dans la rue, quelle est l'image de Grèce, c'était surtout tourisme, l'ancienne civilisation, pavillon de flotte et un petit peu lutte olivier. Et alors c'est l'image plutôt classique, pas tellement industrialisée et informatisée. En réalité, c'est que ce pays, malgré, disons, la crise de 2008-2010, maintenant, se dresse de nouveau et économiquement, il y a pas mal de champs de coopération. Nous avons par exemple montré tout à l'heure qu'on dit le port de Pirée, mais aussi, je pense que l'infrastructure, notamment dans le nord, et avec surtout le chemin de fer qui arrive à Balkan, à Serbie, etc., jusqu'à Budapest. Donc ce n'est plus relation bilatérale, mais je dirais c'est un projet trans-européen. En fait, cette fois, les dirigeants des deux côtés ont tous allé visiter ce port durant cette visite officielle. Alors notre journaliste a fait un reportage sur ce port, le développement. Alors on va regarder ensemble ce reportage avant de continuer notre discussion. Le port du Pirée, le plus grand port de Grèce, se situe au sud-est du pays, entre les continents européen, asiatique et africain. Il est le projet sino-grec phare de l'initiative Ceinture et Route. La crise de la dette publique grecque éclate en 2009 et le port du Pirée est fortement touché. C'est dans ce contexte que COSCO a obtenu l'exploitation de 2 terminaux conteneurs. COSCO a racheté 67% du port du Pirée en 2016 et en est devenu le seul exploitant. En 2017, le Pirée se plaçait 37e dans le classement des ports mondiaux de containers. Il est actuellement le 4e plus grand port d'Europe et le premier en Méditerranée. La ligne express terre-mer Chine-Europe, dont le projet terrestre commence au Pirée, couvre 9 pays. Après être arrivé au port, les marchandises venues d'Asie sont acheminées vers les pays européens en train. Ce trajet est bien plus rapide que les voies de transport classiques. Le débit total du port de Pirée n'était que de 685 000 conteneurs la première année de l'arrivée de COSCO. Le chiffre a atteint 3,74 millions de conteneurs. L'objectif à long terme est de faire du port du Pirée le plus grand d'Europe et je pense que c'est possible. Nous attirons des investissements de différents pays, mais je veux également souligner le fait que les Chinois ont investi dans le port du Pirée à un moment où très peu de pays étaient enclins à faire des investissements d'infrastructures directes. Je pense que c'est un projet gagnant-gagnant pour tout le monde parce que je crois au commerce international. L'initiative Ceinture et Route est bénéfique pour le port du Pirée, mais également pour la reprise du marché et le développement économique de la Grèce. Les bénéfices seront plus grands encore quand plus de gens auront compris l'initiative Ceinture et Route. Pendant les 10 années de la crise grecque, la Chine a manifesté son soutien à la Grèce et voulait qu'elle reste dans la zone euro. Elle a dépensé des milliards d'euros pour racheter la dette grecque. Outre le projet du port du Pirée, la Chine et la Grèce ont également mis en place des programmes de coopération et d'investissement dans la construction d'infrastructures, les énergies et la finance. La Chine a investi en Grèce ces 10 dernières années alors que les autres pays et entreprises ne voulaient pas entendre parler de la Grèce. C'était toxique politiquement, cette crise économique. Et la Chine était là, elle a investi dans les obligations grecques, elle a investi dans le port du Pirée, et elle a été claire, ce n'était pas de la spéculation, mais un investissement stratégique à long terme. Alors, on voit qu'il y a vraiment des résultats tangibles, tant pour l'économie locale que pour vraiment les personnes qui travaillent, les Grecs qui travaillent dans ce port. Quelles sont les prochaines étapes prévues après cette visite pour ce port et pour d'autres projets en cours? Alors, je vais d'abord ajouter quelques mots sur, disons, le port. On sait par exemple disons, l'Union européenne, le sud, c'est-à-dire Méditerranée nord, à partir de Valencia, de Barcelone, de Turano et de Trieste jusqu'à Pirée,
Les ports, je dirais, ont connu une période de descente, je dirais de déclin, si vous voulez. C'est-à-dire ne suit pas le rythme de la modernité, notamment avec la nouvelle manière de transport de conteneurs. Et que le Pirée, par exemple, au moment de la crise, l'Union européenne donnait un certain financement, d'une part insuffisant aux yeux des Grecs, et d'autre part, c'était surtout avec une recette plutôt sur la voie de, disons, de consensus de Washington. Restriction, je dirais, de budget, licenciement massif. Au moment le plus critique, le port de Pirée a employé seulement à peu près 6 000 personnes. 6 000 personnes. Il y a beaucoup de licenciements. Voilà, licenciement massif. Et avec l'engagement de Costco, au début, on est un peu douteux, on regarde, mais quelques années après, on voit le résultat. Aujourd'hui, on crée grosso modo plus de 40 000 emplois, disons, directs et associés. Et que le port devient le port le plus moderne de la Méditerranée du Nord. Bientôt, je pense, et je le souhaite aussi, qu'on va suivre, par exemple, avec le Trieste, avec Marseille, pourquoi pas, ou peut-être avec Barcelone. Donc ça montre surtout une exemplarité. Et deuxièmement, ce qu'on dit, c'était surtout, je dirais, transnational, c'est-à-dire plutôt dans le cadre européen, d'abord vers le Balkan, avec toute l'infrastructure, l'autoroute et express-vie, c'est-à-dire le train spécial de grande vitesse. Et enfin, troisième, je pense que si on voit par exemple l'avancement de la route de soie terrestre à partir de la mer Rouge, canal Suez, ça devient le terminus ou la porte, non seulement pour l'Europe du Sud, mais aussi pour le Balkan, pour les pays comme la Turquie et aussi pour toute la Méditerranée du Sud. Donc ça va provoquer, je dirais, ça va entraîner toute une série d'améliorations dans fabrication, manufacturation et le transport. Et enfin, moi je pense que oui, c'était surtout la nouvelle manière, c'est-à-dire le conteneur. Si par exemple en Europe on parle surtout Hambourg et Rotterdam, etc., c'est le côté atlantique. Dans le Méditerranée, c'est quasiment nul. Quasiment nul. Et maintenant, c'est qu'avec l'engagement, c'est que la Pirée devient un des premiers ports de conteneurs en Europe. Mais moi je pense que, vu par exemple l'avenir, notamment le volume venu de l'océan Indien et l'Asie de l'Est, ce chiffre va encore multiplier. Tout à fait. Le port, vraiment, il aura un avenir très prometteur. En 2010, le port occupait seulement 93e place dans le monde. C'était vraiment une situation difficile. Aujourd'hui, voilà, ça a avancé énormément. Le port occupe aujourd'hui le 32e place. Vous voyez, c'était d'une vitesse rapide. En fait, vous avez tous les deux mentionné cette dimension européenne du développement. En fait, vous avez mentionné notamment l'exemplarité, mais on voit qu'aujourd'hui, l'Europe est quand même très divisée sur leur politique envers la Chine, où, par exemple, l'initiative Ceinture et Route, les pays membres sont très divisés. Donc, est-ce que pour la Chine, c'est possible d'avoir une négociation, par exemple, avec l'Union européenne en un tout, ou bien la Chine est obligée d'aller négocier avec chaque pays, et comment voyez-vous est-ce que cette réticence ou cette division constituera quand même un défi ou quelque chose qui va entraver un peu cette dimension européenne que vous avez parlé? C'est un thème de discussion, disons, permanente avec nos amis européens, concernant, par exemple, sur la position unique ou non. Et justement, on voit que dans la déclaration conjointe, la Chine a insisté sur son soutien à l'Union européenne, et ainsi que durant la dernière visite du président français en Chine, mais c'est quand même un problématique, comme vous avez mentionné, très discuté. Oui, moi je pense, premier, on dit par exemple l'Union européenne construit sur la fragilité. Fragilité dans le sens que c'est plutôt par négociation, sur des positions nuancées et différentes. Donc normalement, il n'y a pas, je dirais, une politique si unissante et unie. C'est la réalité historique. Et deuxièmement, quand on entend ce type de qualification, à mon avis, c'est que je trouve surtout, c'est qu'il y a certains pays qui voudraient maintenir
leur leadership, leur capacité de rassemblement, notamment franco-allemand. Alors si aujourd'hui, sur le Brexit, sur l'élargissement, sur l'attitude adoptée envers la Russie, envers les États-Unis, l'Europe est plus, je dirais, en divergence, ce qui est normal. Et dans ce cas-là, je pense que peu de pays peuvent dire qu'il existe une politique européenne unie et que les autres pays suivent, je dirais, cette réalité. Non, c'est plutôt sur un souhait irréalisable pour le moment. C'est normal. Chaque pays a sa volonté. C'est normal quand il y a les différences et que les autres pays prêts, je dirais, prêts à prendre, je dirais, l'application, adaptation sur le terrain. Bon, évidemment, entre la Chine et l'Europe, il y a beaucoup de points communs. Il y a d'ailleurs une tradition de longues années de coopération déjà. Donc, pour la Chine, la position de la Chine envers l'Union européenne ou envers l'ensemble de l'Europe est toujours constante. C'est-à-dire, nous souhaitons toujours voir une Europe unie, forte, développée, prospère. Voilà, ça, c'est très clair dans tous les documents officiels que la Chine a publiés. On réaffirme cette position. Et en effet, la Chine voit l'Europe comme un partenaire très important, un partenaire stratégique sur tous les plans, sur le plan politique, économique, culturel. Et tout. Bon. Bien sûr, dans la pratique, il y a une coopération au niveau européen, c'est-à-dire entre la Chine et l'ensemble de l'Union européenne, mais aussi au niveau des pays, individuellement, c'est-à-dire la Chine travaille avec chaque pays membre de l'Union européenne. C'est parce que dans certains cas, on ne peut pas travailler avec l'Union européenne. Par exemple, le port du Pirée. Alors, tous les pays européens ne disposent pas d'un port. Et puis même les pays qui disposent des ports n'ont pas forcément les mêmes besoins. Voilà, donc ça dépend donc des cas spécifiques de chaque pays. Mais les coopérations aux différents niveaux ne sont pas contradictoires. Au contraire, c'est complémentaire. Il y a aussi une coopération entre la Chine et l'Europe de l'Est, c'est-à-dire 1+16, et puis avec la Grèce qui a voulu adhérer à ce mécanisme, c'est devenu 1+17. Ben, ça peut devenir 1+18, 19, pourquoi pas. Bon, mais ça n'a rien à voir avec l'idée de diviser l'Europe, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'intention de la Chine de diviser. Ben, simplement, cette partie de l'Est de l'Europe présente quelques spécificités en matière de besoins de coopération. D'accord, par exemple, le manque l'insuffisance de l'infrastructure. C'est la volonté de chaque pays membre de voir le politique avec la Chine. Cela n'affecte en rien la position de la Chine vis-à-vis de l'Europe. Et en sens inverse, il ne faut pas non plus trop centré sur l'éventuelle division des Européens vis-à-vis de parce qu'ils sont déjà très divisés eux-mêmes. À mon avis, il ne faut pas exagérer les choses. Il faut retenir quand même quelques éléments essentiels. Si certains disent qu'il y a une sorte de réticence de certains pays européens vis-à-vis de l'initiative Ceinture et Route, il ne faut pas oublier que 14 pays européens sont dès le début membres fondateurs de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Vous voyez, et en fait, avec cette dimension, justement, vous avez mentionné européenne, peut-être la coopération avec Chine peut devenir quelque chose d'unificateur en plus pour l'Europe. Ça pourrait aussi par devenir exemple, le cas. on engage en Grèce en visant, disons, à faire pousser un peu les Balkans, n'est-ce pas, c'est le parti le plus en retard de l'Union européenne. C'est qu'avec le résultat, avec la progression, finalement, on renforce finalement la capacité et l'unification de l'Union européenne en complant, je dirais, disons surtout, c'est le parti en arrière, les Balkans. Alors, on n'a pas suffisamment de temps de discuter davantage de ce sujet. En fait, il y a un point important. Le président chinois a publié un article dans un quotidien grec intitulé « Concevons notre avenir à l'aide de la sagesse des vieilles civilisations ». Donc, je pense que les deux pays ont tous une civilisation très ancienne. Ça, c'est une particularité. Alors, comment voyez-vous le rôle de la culture dans la relation bilatérale? Très brièvement.
C'est certainement très important, la culture. La culture joue un rôle très important pour rapprocher les peuples. La culture, c'est la civilisation, la philosophie, le mode de vie, voilà. Donc, c'est un aspect qui est très important dans la coopération entre les pays, parce que ça rapproche les peuples, ça favorise la compréhension, la confiance. Or, la confiance, c'est la base de toute coopération. S'il n'y a pas de confiance, voilà, la coopération ne peut pas mener dans les meilleures conditions. Je me rappelle aussi que au début de cette coopération entre la Chine et la Grèce, justement à propos de ce projet du Pirée, il y a eu des bruits qui se sont élevés pour émettre des doutes. Est-ce que les Chinois viendraient profiter de la crise européenne pour s'enrichir au détriment des intérêts des Grecs et des Européens? Il y avait cette sorte de doute. Donc, la confiance mutuelle est très importante. Et la compréhension, c'est une condition préalable. Donc les échanges culturels, c'est-à-dire les échanges entre les différentes civilisations, sont extrêmement importants pour constituer une base qui sert une meilleure coopération dans tous les domaines. Ça va que ce genre de pensée est tout à fait normal, c'est la logique assez occidentale typique. Si on ne se comprend pas très bien, évidemment, il peut y avoir ce genre de scepticisme. Oui, moi je pense que vous voyez, c'est-à-dire les anciens foyers de la civilisation pourraient jouer un rôle d'avancement de pionnier aujourd'hui dans le dialogue plutôt que dans l'affrontation. Heureusement, par exemple, la Grèce, il y a tout de même un des trois éléments, je dirais trois composants. On dit souvent la civilisation occidentale avec, je dirais, l'héritage gréco-romano et christianisme. Donc, vous voyez la position de grec. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, bien sûr, il y a la logique de confrontation, d'hégémonie, de concurrence. En même temps, surtout à travers certains foyers très anciens, la Chine, bien sûr, y compris, mais l'Iran, l'Inde, etc., ce sont des anciens foyers où, disons, réexplorer, rechercher, repérer les ressources culturelles, finalement en trouver ou en montrer quelque chose, disons, de cohabitation, de meilleure compréhension, comme l'ambassadeur vous avait bien indiqué, alors qu'il favorise surtout la compréhension, qui favorise la compréhension, qui évite la confrontation. Et là, ça revient donc sur le thème principal, le destin commun de l'humanité. Alors, quand vous parlez de l'Inde, et on voit que la deuxième étape du président chinois est en fait la participation au sommet des BRICS au Brésil. Le BRICS qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, comment voyez-vous le rôle des BRICS aujourd'hui dans le contexte actuel, dans la création d'un nouvel ordre mondial? Moi, je pense que c'est important dans le sens que, voilà, il y a un courant plutôt unilatérisme, en même temps d'autres qui proposent plutôt multilatéralisme. Là, bien sûr, le BRICS pourrait jouer un rôle plus important. Mais un regard, disons, réaliste, dans le sens qu'aujourd'hui, si on voit, c'est que le BRICS a aussi ses difficultés à l'intérieur. Peut-être certains plutôt c'est éphémère, passagère, d'autres il faut voir, par exemple, on le sait par exemple que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Brésil, les deux pays ont changé le président tout récemment. Donc il faut voir un peu la consolidation du pouvoir, la capacité de gouvernance, notamment sur certaines coordinations dans la position internationale. Tandis que par exemple Modi, Poutine, etc., ont début à certains moments dans le pouvoir, il y a une certaine continuité. Là, une meilleure coordination, notamment entre les nouveaux membres de leadership, je dirais, constitue aussi, je dirais, le thème principal ou très important dans les BRICS, dans la discussion dans le BRICS. Mais cette année, on voit un thème principal, c'est l'innovation, ce qui est une nouveauté pour les BRICS. Alors, comment voyez-vous le rôle des BRICS, en ce sens, surtout le rôle de la Chine au sein des BRICS? Bon, la Chine, vous savez, c'est la deuxième économie du monde. La Chine, depuis déjà
une certaine année, essaye de refaire, de restructurer son économie. Voilà. Donc, avant, c'était l'usine du monde, c'est toujours l'usine du monde, mais ce n'est plus dans le même sens. Avant, voilà, c'était au bas niveau de la chaîne de production. Aujourd'hui, la Chine grimpe rapidement cette chaîne. Voilà. L'économie chinoise est aujourd'hui déjà centrée sur l'innovation. Voilà. Évidemment, pour les autres pays, il faut faire la même chose. Voilà. Notre monde n'est pas totalement sorti de la morosité économique à cause de la crise qui a éclaté en 2008. Alors, la solution, c'est l'innovation. C'est l'innovation, c'est valable pour la Chine, c'est valable pour tout le monde, c'est valable bien sûr pour les BRICS. Voilà. Les BRICS, encore une fois, j'aimerais bien ajouter quelques mots à ce que disait le professeur Xu. Les BRICS, il ne faut pas oublier, c'est alors plus de 26% du territoire mondial, alors plus de 42% de la population mondiale. Et aujourd'hui, la production économique des BRICS représente un tiers de celle du monde. Voilà. Donc PIB, c'est plus de 22% du PIB mondial. Donc c'est un groupe, c'est une association des pays émergents les plus importants. Voilà. La Russie, c'est le pays le plus étendu. La Chine, comme je l'ai dit, c'est la deuxième économie du monde. Alors l'Inde, c'est aussi un pays très peuplé, voilà, qui se développe rapidement et qui est un pays aussi pratiquement aussi peuplé que la Chine. Voilà. La Chine et l'Inde, la population totale fait déjà plus de, c'est près de 3 milliards le nombre gens. Est quand même voilà, important. C'est important. L'Afrique du Sud, vous savez, économiquement, c'est le pays le plus développé en Afrique, oui. tandis que le Brésil, c'est le plus grand pays en Amérique latine. Donc, ce sont des pays de poids, des pays émergents les plus importants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque ces pays-là se lancent dans l'innovation, évidemment, voilà, ça peut devenir créer un moteur de croissance pour voilà, l'économie tout à fait, tout à fait. Parce que comparé aux autres facteurs internationaux, ces 5 pays en général ont déjà une position, une base assez confortable et une potentialité énorme. L'essentiel, c'était surtout le développement de la ressource humaine. Donc, moi, je pense que pour chaque pays, avec, disons, des niveaux un peu variables, mais dans l'ensemble, par rapport au reste du pays, quand on pense au dynamisme aujourd'hui et l'orientation bien définie, l'important c'est de transformer la potentialité en une réalité. En fait, il y a un autre volet très important. On n'a pas beaucoup de temps d'aborder tous les volets. Il y a un volet culturel. On voit que cette fois, il y a eu déjà des coopérations entre les différents pays. En fait, c'est 5 pays représentent des cultures totalement différentes. Et les 5 pays ont tous exprimé l'envie de coopérer, surtout dans le niveau médiatique, pour briser un peu le monopole des médias occidentaux. Donc, vous travaillez aussi beaucoup avec les médias. Donc, quel est votre avis là-dessus, sur les échanges culturels et médiatiques entre Moi, je pense que sur le thème plutôt socio-culturel, c'est relativement facile. On a déjà fait pas mal de choses dans le domaine. En revanche, sur le thème un peu plus, disons, sensible, culturel, économie, social, là, je pense que les choses ne sont pas si faciles. Bien sûr, maintenant, il y a une bonne orientation bien définie. On commence à coproduire quelque chose. Je pense notamment sur la division vers la masse. La télésérie, certaines représentations. Oui, les traductions de téléséries sont très populaires. Assez bien, ça marche assez bien. En revanche, je pense sur interprétation, conservation, la perception internationale. Là, je dirais, il faut maintenir un certain équilibre entre la diversité et sortir un peu, je dirais, l'eurocentrisme. Et c'est la lourde tâche, disons, se présente devant nous, lourde tâche. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va s'arrêter là, mais je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos analyses avec nos téléspectateurs. C'est un plaisir. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.